Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et tous, chères étudiantes, chers collègues. Je suis très heureux d'être parmi vous pour ouvrir cette soirée de lancement du mois de l'inclusivité de l'Université de Bordeaux. Si vous suivez l'actualité depuis plusieurs années, vous savez que l'Université de Bordeaux a une politique en faveur de l'inclusivité et que cette politique s'est appuyée depuis une dizaine d'années sur des initiatives variées et complémentaires. Et notre ambition aujourd'hui, c'est de montrer que nous souhaitons construire une politique en faveur de l'inclusivité qui soit systémique et holistique, donc qui intègre toutes les dimensions. Alors, cette politique, elle s'intègre dans une de nos priorités qui concerne les transitions environnementales et sociétales. Et quand on parle de transition environnementale et sociétale, on pense en premier lieu aux transitions environnementales et pas forcément aux transitions sociétales. Alors c'est probablement dû à la criticité aujourd'hui de la crise climatique et de la crise énergétique et principalement aussi au dérèglement climatique. Mais je tiens à le rappeler aujourd'hui, les transitions sociétales sont aussi une priorité de l'Université de Bordeaux et de nombreuses actions ont déjà été engagées. Alors le volet sociétal, il est relativement large, il renvoie à l'image, il prend en compte l'image que renvoie notre université comme université responsable et engagée. Ce volet sociétal prend en compte aussi la manière dont l'université met en œuvre ses missions et la manière dont elle définit et décline son projet stratégique. Alors ainsi, au-delà de notre politique volontariste d'action sociale auprès des personnels et des étudiants, différentes actions ont été déployées autour des questions de déontologie, d'éthique, d'intégrité scientifique, mais aussi en faveur de l'égalité et contre toutes les formes de discrimination et de violence. Alors je vais vous rappeler quelques initiatives menées par l'Université de Bordeaux depuis une dizaine d'années. Vous savez que l'Université de Bordeaux a cette année 10 ans. Alors par exemple, en 2015, l'Université de Bordeaux se dotait d'un schéma directeur à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce schéma a été issu d'un premier rapport de situation comparée établi sur la base de données 2014. En 2021, dans le prolongement de ce premier schéma, et dans le contexte de la loi de la transformation de la fonction publique, l'Université de Bordeaux se dotait d'un plan d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En 2018, l'Université de Bordeaux se dotait d'un schéma directeur de la qualité de vie au travail. Alors vous allez me dire quel est le lien avec le volet sociétal. Il est admis par différentes études que la dégradation de la qualité de vie au travail ou de l'environnement de travail accentue les inégalités, ce qui a malheureusement été démontré lors de la crise Covid. En 2015, l'Université de Bordeaux se dotait d'un schéma directeur du handicap qui a été réactualisé en 2021. Et celui-ci a été complété par un schéma pluriannuel d'accessibilité numérique. Alors, les priorités données à la politique d'inclusion, a aussi été prise en compte dans la gouvernance de l'université. En 2014, nous avons nommé, c'était la première année de l'Université de Bordeaux, une chargée de mission égalité entre les femmes et les hommes. Cette mission existe toujours, mais vous verrez par la suite que l'intitulé s'est élargi. Alors, il s'agissait de Marion Paoletti, que je salue, qui est présente parmi nous aujourd'hui. Et une des premières actions qu'a mis en place Marion Paoletti, ça a été l'installation d'une première cellule de veille et de signalement, principalement contre les violences sexuelles et sexistes. On a aussi installé en 2014 un chargé de mission sur la politique du handicap, Éric Dugas, qui est présent, que je salue, et qui a été renommé en 2018 et en 2022. Et enfin, en 2022, je l'ai déjà dit, on a nommé, lorsque je me suis installé à la présidence de l'Université de Bordeaux, une chargée de mission parité, égalité, diversité, Yamina Mediani, qui est présente, et donc qui est en charge maintenant d'un périmètre beaucoup plus large que ce qu'il était auparavant. Alors pour continuer, je vais aussi illustrer notre ambition par des actions concrètes qui ont été réalisées. La mise en place du projet européen RESET, repenser ensemble l'égalité et l'excellence scientifique. Alors ce projet, qui est toujours en cours, est porté par un consortium d'universités européennes, et la porteuse de projet est ici Marion Paoletti. Et ce qui est important sur ce projet, c'est que nous sommes à l'université. Nous avons des exigences, par exemple, en termes de parité homme-femme, mais nous pouvons aussi faire de la recherche sur la parité homme-femme. Nous avons des exigences en termes d'accueil de personnel en situation de handicap, mais aussi nous pouvons faire de la recherche pour accompagner, les transitions
en faveur donc de l'insertion des personnels et des étudiants en situation de handicap. Nous pouvons aussi décliner ça selon des actions de formation. Alors d'autres illustrations concrètes plus récentes, vous savez que l'Université de Bordeaux en 2023 a signé, alors c'est un nouvel outil, un contrat d'objectifs de moyens et de performance avec l'État, hein, donc qui part de l'année 2023 et qui finira en 2025. Il y a plusieurs axes donc, qui ont été décrits dans ce contrat d'objectifs de moyens et de performance, le COMP. Il est doté d'un budget de 10 millions d'euros sur 3 ans. Et il y a un axe 3 de ce COMP qui est intitulé « Bien-être et réussite des étudiants ». Et ici, on pense à la santé mentale, au sport et santé et à l'inclusion. On a un axe 5 de ce COMP qui est intitulé « Affirmer la responsabilité sociétale de l'établissement ». Et sur cet axe, on pense à la diversité, à l'égalité des chances, la cohésion sociale et aux meilleurs accueils des publics à l'université. Enfin, à la rentrée 2023, nous avons renforcé et professionnalisé le dispositif de cellules d'écoute et de veille et de signalement et de lutte contre le harcèlement. Le dispositif de cellules d'écoute, de veille et de signalement et de lutte contre le harcèlement, les discriminations et les violences sexuelles et sexistes. Alors, quelques chiffres très bref, hein, pour illustrer les actions qui sont passées. Alors, en 10 ans, par exemple, on peut constater un resserrement des écarts de rémunération à l'université entre les femmes et les hommes. Malgré tout, un écart de 20% subsiste aujourd'hui, donc nous devons encore progresser. On remarque que cet écart, il augmente quand on augmente en grade. Hein. Cet écart est très peu marqué et autour de 12% pour les personnels de catégorie C de l'université. Et il est plutôt de 30% pour les professeurs des universités. Donc on voit qu'on a encore des progrès importants à faire dans ce domaine. En 8 ans, on constate une augmentation significative de la part des professeurs d'université femmes donc à l'Université de Bordeaux, plus 40%. Alors, on est passé de 67 femmes professeurs d'université en 2014 à 113 en 2022. Le nombre de professeurs hommes a augmenté de 5% et le nombre de professeurs au total a augmenté de 13%. Donc on voit qu'on a eu un effort significatif, mais pas suffisamment important donc, au niveau des professeurs des universités femmes. Alors concernant la prise en compte du handicap, on peut souligner, hein, c'est un chiffre qui est important, le doublement en 10 ans du temps de personnel en situation de handicap à l'université. On est passé de 2,57 en 2014 à plus de 5% en 2023. Nous avons recruté plusieurs maîtres de conférences, article 29 BOE, donc en situation de handicap, je crois que c'est 3 sur les 4 dernières années. Et puis nous pouvons noter aussi une augmentation significative du nombre d'étudiants en situation de handicap accompagnés par le service phase de l'Université de Bordeaux, 1200 en 2022-2023. Je crois qu'en 2014, on était autour de 500-600 étudiants qui étaient accompagnés. Alors, pour terminer, je vais revenir maintenant aux objectifs de ce mois de l'inclusivité. Donc, il y a plusieurs objectifs. Il s'agit en premier lieu de rappeler l'engagement sociétal de l'Université de Bordeaux en faveur de l'équité et du respect de tous, quel que soit l'âge, le statut, l'origine, le sexe, l'identité de genre et la situation de handicap. Il s'agit aussi de faire vivre ensemble l'ensemble des campus par des projets, des initiatives des étudiantes et des étudiants, mais aussi des personnels. Il s'agit de fédérer et engager la communauté universitaire autour de marqueurs sociétaux. Enfin, il s'agit de renforcer la visibilité de la cellule d'écoute, de veille et de signalement. Pour terminer, il me semble important de souligner que ce mois de l'inclusivité s'est construit à partir d'initiatives et d'idées du terrain proposées par la communauté universitaire. Et enfin, pour terminer, je tiens à remercier l'ensemble des organisateurs, des participants, des contributeurs et des animateurs. Alors, un remerciement tout particulier à Catherine Gauthier, Marie-Béatrice Selab et Yamina Mediani qui ont assuré et qui assurent le pilotage de ce mois de l'inclusivité. Et puis, un remerciement particulier à Milia Millionnet et de la DVU et Marie Daviette de la DASIS qui assurent la mise en œuvre opérationnelle. Voilà, donc j'ai terminé mon propos. Je vous remercie pour votre présence ce soir. Je sais compter sur votre engagement pour que ce mois de l'inclusivité soit une réussite et qu'on puisse continuer au-delà de ce mois, donc dans les mois qui suivent et les années qui suivent. Et je vous souhaite vraiment une très bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On voit à votre amour des chiffres que vous êtes un ingénieur.
Je laisse à présent la parole à la chargée de mission parité, égalité, diversité au sein de l'Université de Bordeaux. Vous la connaissez, elle a été citée. Madame Yamina Meziani, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être là ce soir avec vous. Chers collègues, chers étudiants, chères étudiantes, chers universitaires, rassemblés sous les voûtes de la connaissance. Je suis très heureuse ce soir donc de ce lancement de ce mois qui est pensé comme un rendez-vous annuel afin de nous rassembler tous, acteurs et actrices de la lutte contre toute forme de discrimination à l'université. Et je vais tout d'abord remercier notre président d'être présent ce soir, avec qui les discussions sur ce sujet sont franches et dont l'action est impliquée pour résoudre chaque problème qui peut être la conséquence d'une discrimination ou d'une quelconque violence. La valeur qu'il donne au traitement égalitaire et à la justice sociale facilite grandement mon travail en tant que chargée de mission, et je sais que ce n'est pas si facile que ça dans les autres universités. Donc merci. Je remercie aussi Catherine Gauthier et Madame Selab, qui ne peut pas être parmi nous ce soir, mais une pensée pour elle, sans qui cette aventure n'aurait pu voir le jour. Je remercie également les autres vice-présidents, Éric Massé, Éric Dugas, Alain Garrigou, Joanne Pagès, Estelle Jouisson, Olivier Pugelard, Pascal Lecroët, qui accompagnent cette dynamique pour une transversalité des actions sur les questions d'égalité et de diversité. Et je remercie également l'ensemble de la gouvernance. Je tiens tout particulièrement effectivement à remercier ce soir les personnes qui ont eu la charge très lourde de concevoir ce projet dans le moindre détail et dans un délai très court, je vous l'avoue. Donc le service d'ASIS, la direction des VU, l'équipe Reset, l'Institut des transitions, la direction également de la communication, qui ont compris rapidement la philosophie de ce mois. Et merci enfin à toute la communauté qui a répondu rapidement à l'appel au webinaire que nous avons organisé. Car sans vous, cette soirée et ce mois n'existeraient pas. Effectivement, nous avons voulu créer le tout à partir d'une programmation qui part uniquement de vos propositions et des compétences de toute notre communauté. J'espère que l'année prochaine, nous pourrons encore aller plus loin et faire mieux. Une fois ces remerciements faits, j'aurais pu vous dire que cette soirée est faite pour vous convier à contempler un trésor insigne, la diversité. J'aurais pu vous convier dans les couloirs labyrinthiques de notre université, où les esprits s'agitent tels des abeilles dans une ruche de savoir, à contempler la richesse infinie des travaux scientifiques qui nous entourent. J'aurais pu vous dire de prendre garde, nous les gardiens du savoir, à ne pas succomber à la tentation de l'arrogance intellectuelle. J'aurais pu vous dire que la critique scientifique, comme un miroir impitoyable, nous rappelle que la diversité n'est pas seulement une force, mais aussi un devoir éthique. À l'heure où les appels à projets de recherche et le financement des programmes mettent sous condition la prise en compte du genre dans les résultats et la constitution des équipes. J'aurais pu vous dire de ne pas oublier que parfois, dans nos bibliothèques infinies de savoir, nous risquons de nous perdre dans les méandres de l'uniformité. Comme des pages blanches, sans encre, nous risquons de devenir fades, dépourvus de cette pluralité qui nous définit. J'aurais pu vous dire que nous devons travailler pour que nos salles d'enseignement, nos bureaux, tout espace de travail deviennent des havres de tolérance et d'ouverture où chacun se sent libre d'exprimer sa vérité, où chaque rencontre est une occasion d'apprendre et d'avancer. J'aurais pu vous dire, chers explorateurs, de lever nos plumes comme des épées, prêts à combattre l'obscurantisme et l'intolérance, prêts à défendre l'égalité comme le joyau le plus précieux de notre institution. J'aurais pu vous dire, dans ce temple, où les idées dansent en une symphonie d'intelligence, que l'inclusivité, qui consiste selon la formule magique de notre cher Éric Dugas, faite pour moi mais pas sans moi, est le maître mot pour permettre à chacun de s'épanouir et de trouver sa place dans notre établissement qui prône excellence scientifique et bien-être au travail. Mais en réalité, je n'ai qu'une seule question. Une question profonde. Une question qui me tracasse, une question qui me travaille, une question qui fait que mes nuits ne sont pas toujours paisibles. Une question qui est issue de mes longues observations de terrain, une question qui part
de vos expériences partagées, de vos témoignages que l'on reçoit par email, par des rencontres, par des rendez-vous. Une seule question, déclinée en plusieurs. Comment on vous parle? Oui, comment on vous parle à chacun et à chacune? Comment vous parlez-vous? Comment se parle-t-on? La parole est symptomatique de comment on se considère, comment on vous considère. Si je voulais reprendre la théorie d'Hannah Arendt, je dirais que la parole est le reflet de la reconnaissance statutaire, mais aussi le reflet de la reconnaissance identitaire que l'on peut attribuer à chacun et à chacune. Par la parole, sommes-nous dans des rapports complémentaires au sein de notre communauté? Ou sommes-nous des gens qui usons de notre place d'hommes, de femmes, notre place dans la direction, dans la sélection, notre place de personnes dites racisées ou non, notre place de valides, notre place de personnes hétéronormées, pour ne pas considérer l'autre à sa juste valeur? Parce que depuis que je porte cette mission, en tant qu'enseignante, aussi chercheur et sur le terrain, j'en ai entendu des paroles. Elles révèlent parfois des souffrances à l'étude, liées à des violences, des faits discriminatoires au travail, qui se traduisent par des traumatismes, de l'absentéisme, la perte de goût et d'ambition pour certains et certaines. Elles se révèlent à travers des expériences de femmes qui réalisent après coup qu'elles n'ont pas eu la chance d'avoir les mêmes opportunités de carrière et donc n'ont pas le même classement des grilles salariales. Alors, êtes-vous, chacun, chacune, prête à tout entendre ce soir? Sommes-nous prêts à poser un regard sur la réalité si complexe de notre vie au sein de notre communauté, tout en ayant envie de dessiner des pistes pour rendre l'avenir proche meilleur? Car au fond, au-delà de partager ce que l'on vit, ce que l'on fait, ce que l'on bricole, il faut surtout partager ce que l'on peut mieux faire. Que peut-on faire de tout cela? Car mieux est possible. Il y a des choses qui ont changé énormément depuis 2015, grâce à des services, à des personnes, à des compétences, à des dispositifs concrets, visibles, et je remercie Marion Paoletti pour cela. Les deux tables rondes témoigneront de cette force existante chez nous, que ce soit à une échelle micro ou à l'échelle de notre système interne. Le teaser que vous avez vu aussi témoigne de toutes ces avancées concrètes et visibles. L'objet d'aujourd'hui et de ce mois est donc le suivant. De quelle manière voulons-nous travailler ensemble sur ce sujet? Malgré notre bonne volonté, nous sommes nombreux et nombreuses à se croire tout seuls. Nous sommes nombreux et nombreux à nous sentir épuisés face à la tâche immense que représente la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Nous sommes nombreux et nombreuses à parfois perdre patience. Nous sommes nombreux et nombreuses à perdre la foi dans ce que nous faisons. Nous sommes nombreux et nombreuses à perdre notre indulgence avec nous-mêmes. Nous sommes nombreux et nombreuses à courir derrière le temps et se dire que l'on n'en fait jamais assez. Parce que haute est la montagne des injustices, élevé est le défi de rééquilibrer le tout, complexe est de corriger les traitements différentiels illégaux. Le chemin est long et nous pouvons rarement voir l'impact de nos actions le lendemain matin. Mais je vous dirai, comme l'inégalité a pris tout son temps, l'égalité prend du temps à emménager chez nous. Nous continuons à déballer quelques cartons, à en faire, à déplacer quelques canapés, pour que notre maison soit agréable à vivre. Ce que je veux dire par là, et avec toute humilité, c'est qu'au sein de notre université, toutes les paroles ont leur place, toutes les paroles doivent être entendues, toutes les paroles peuvent être prononcées, elles sont légitimes. Nous avons tous à apprendre de l'autre, nous sommes tous l'étrange, étrangeté, l'étrange, étranger, comme disait Jacques Prévert, pour quelqu'un d'autre. Ce n'est que dans la confrontation des idées, dans le dialogue fécond entre les cultures et les savoirs, que naissent les plus grandes avancées de la pensée humaine. Le talk de l'inclusivité de nos chercheurs ce soir ne sera qu'une belle démonstration de cette richesse que nous avons chez nous. Alors n'ayons pas peur de la différence, méfions-nous de l'entre-soi stérile qui étouffe créativité et sclérose l'esprit. Méfions-nous des anathèmes. Il est important de mettre en commun nos énergies, de tisser des liens entre chaque petite graine que chacun d'entre vous plante pour ce bien commun. Si des réponses individuelles peuvent changer le destin d'une personne face aux inégalités et aux discriminations, les réponses collectives peuvent changer un système. Car au fond,
Si je ne vous ai cité presque aucun philosophe, aucun économiste, politologue, historien, sociologue, c'est que le climat de l'égalité des droits, des chances et des places ne dépend que de nous, que nous soyons syndicalisés, référents, chercheurs, billettes, secrétaires, plombiers, électriciens, techniciens de la faculté, infirmières de proximité, assistants de direction, étudiants, étudiantes, élus, pas élus. Je vois donc que ce soir que vous m'avez écouté, j'espère donc que vous m'avez entendu. Le climat de l'égalité ne dépend que de nous. Merci beaucoup. Madame Méziani, vous avez cité Hannah Arendt, donc je ne sais pas vous, mais moi personnellement, du coup, je passe déjà une excellente soirée. Il y a quelque chose dans votre discours qui m'a interpellée. C'était ce rapport à la parole. Alors, laissez-moi dans un premier temps réitérer le plaisir que j'ai d'être ici parmi vous. Étant la représentante d'une association qui promeut la prise de parole, je suis ravie, plus que quiconque, que nous soyons rassemblés ce soir sous le prisme de la parole. Effectivement, vous savez, nous organisons des ateliers dans lesquels on voit une très grande diversité d'individus. Certains débutent l'éloquence parce qu'ils sont timides, certains débutent l'éloquence parce qu'on ne leur a pas appris qu'ils avaient le droit de s'exprimer, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont le droit de prendre cet espace dans la vie publique, qu'ils ont le droit de prendre la parole. Moi-même, j'ai mis très longtemps à prendre la parole, étant une ancienne bègue, ayant subi pas mal de moqueries à ce sujet, et pourtant je suis ici devant vous, donc j'ose imaginer que c'est une preuve de la puissance de la parole. Étant donné que la moyenne d'âge de la salle est raisonnable, j'ose espérer que tout le monde est familier avec le format des talks. Alors, en tout cas, l'étudiante et l'oratrice en devenir que je suis est très familière avec ce format, car il mobilise 2 exercices en éloquence que l'on connaît bien et dont surtout on connaît la difficulté, le pitch et la vulgarisation. Alors je m'apprête à vous vulgariser. La vulgarisation, c'est fantastique, mais le pitch et la vulgarisation sont des exercices qui consistent en 2 choses. La première, c'est d'expliquer simplement quelque chose de très complexe. Et le second, c'est de, en plus, l'expliquer vite et efficacement. Alors, je me doute que les personnes qui vont prendre la parole ce soir pour vous présenter leurs travaux sont très stressées. Et j'étais très fière de la phrase que je leur ai dit tout à l'heure, donc je vais la répéter. Un jour, on m'a dit, le stress, ça vient avec le talent. Donc si vous êtes stressé ce soir, c'est que vous êtes particulièrement talentueux, donc faites-vous confiance. Je me dis ça aussi à moi, parce que j'ai un peu peur. S'exprimer, c'est libérer une idée, c'est créer un impact. On dit souvent que la parole est une arme, que la parole est un sport de combat, mais moi je pense en réalité que la parole, c'est un professeur. C'est un professeur bienveillant, qui vous accompagne et qui vous donne la conviction que vous pourrez poursuivre vos ambitions, vos rêves et ce que vous souhaitez accomplir. Et je pense que c'est ce soir ce que nos orateurs vous transmettront. Alors, les personnes qui vont prendre la parole ce soir ont tous les profils. Ce sont des ingénieurs, des professeurs, des spécialistes. Et ils ont donné corps et âme à leurs recherches. Ils en ont étudié les tenants et les aboutissants, les nuances, les illustrations, la complexité pour que moi, ce soir, je leur dise « Oui, vous voyez ce travail sur lequel vous travaillez depuis 500 ans ? Oui, vous pouvez l'expliquer en quelques minutes, s'il vous plaît ?» C'est extrêmement difficile. Laissez-moi vous le dire, j'ai essayé. Vous l'aurez compris, à l'impossible, ce soir, ils sont tenus. Donc pour cela, on peut les applaudir chaleureusement. Alors je sais que vous êtes à présent accoutumés au doux son mélodieux de ma voix, mais il y a des gens bien plus intéressants que moi qui vont prendre la parole ce soir, alors n'attendons plus et passons directement au premier talk de l'inclusivité. Mais avant, j'ai une confession à vous faire.
Quand j'étais petite, je rêvais d'être archéologue. Je trouvais que c'était le métier le plus fantastique qui pouvait exister sur Terre, même si bien sûr je n'avais que 8 ans et je pensais que ça consistait à faire des trous dans la terre pour trouver des pierres. J'étais très heureuse quand je le faisais. On ne peut pas me juger. Mais j'ai toujours eu beaucoup de respect pour ce métier fascinant. Et aujourd'hui, je suis étudiante en droit, ce qui est peut-être une forme d'archéologie, à savoir. La personne qui va prendre la parole est, elle, une véritable archéologue spécialisée dans la préhistoire. Elle travaille sur les mécanismes d'évolution culturelle. Ses recherches portent notamment sur les pratiques symboliques associées à la transition vers l'agriculture en Eurasie il y a 8000 ans. Une autre partie de sa recherche porte notamment sur les mécanismes de reconfiguration culturelle qui ont eu lieu au cours du Paléolithique supérieur. Elle combine un large éventail de techniques analytiques pour explorer les mécanismes de transmission culturelle en tenant en compte l'impact de frontières géographiques et les dynamiques des populations. Et je me rends compte que, en fait, je n'aurais jamais pu être archéologue. Je ne sais pas si j'ai les capacités intellectuelles nécessaires. Son talk aura pour titre « Pour être inclusif, ne parlons plus des civilisations ». Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Dr Solange Rigaud. Merci beaucoup de m'accueillir ce soir. Donc je vais vous présenter une partie des réflexions que nous menons collectivement au sein du département des sciences archéologiques de l'Université de Bordeaux. Et donc voilà, nous nous intéressons à la construction des cultures par le passé et à l'évolution culturelle en général. Alors pour commencer, on va lire ensemble quelques citations. Pour nous, toutes les civilisations ne se valent pas. En tout état de cause, nous devons protéger notre civilisation. Nous ne pouvons pas perdre cette guerre parce qu'au fond, c'est une guerre de civilisation. Travailler en profondeur pour contrer ce processus de décivilisation. Alors des citations comme ça, il y en a encore une liste très très longue. Alors le concept de civilisation, c'est en fait un projet universel d'élévation et d'affranchissement de l'humanité, d'un état des barbaries à celui de civilisé, à travers les lois, les institutions, le pouvoir centralisé, l'écriture, l'économie de production. Mais le problème, c'est que certaines sociétés, certaines cultures humaines ne vont pas remplir tous ces critères, ce qui va conduire à créer une échelle des civilisations. Et bien entendu, certaines cultures vont tomber inévitablement dans la catégorie des barbaries. Alors la conséquence de ça, on la connaît, c'est que les sociétés se considérant comme les plus civilisées vont imposer leur modèle, leur religion, leur langue, leur pouvoir centralisé, leur confiance en le libre-échange aux sociétés qu'elles considèrent comme les moins civilisées pour combler l'abîme de progrès qui les sépare. Et ça va faire que pendant très longtemps, certaines sociétés vont rester sous la tutelle des sociétés se considérant comme les plus civilisées. Et les conséquences de ça, on les connaît. C'est bien au nom des civilisations qu'on a créé des camps de concentration pour les femmes et les enfants au Congo, qu'on a coupé les mains des hommes qui ne ramassaient pas assez de caoutchouc. C'est bien au nom des civilisations qu'en Namibie, on a dépossédé de leurs terres les San et les Herero. Et c'est aussi au nom des civilisations que les Italiens, en 1936, en arrivant à Addis Abeba, ont massacré plus de 30 000 Éthiopiens en quelques jours. Alors, dans cette vision civilisatrice du monde, à la fin du XIXe siècle, les archéologues ont entrepris d'étudier l'histoire de progrès de l'humanité passée à travers le filtre de la diversité observée dans le présent. Et ils ont donc construit une narration qui pouvait expliquer comment certaines sociétés avaient pu atteindre le degré de civilisation qui correspondait au leur, et ainsi avoir une lecture hiérarchisée du présent. Alors le premier archéologue qui a proposé une définition des cultures appliquées à l'archéologie, c'est Gustave Cossina, qui fait un lien univoque entre typologie de la culture matérielle, culture et ethnicité. Alors Cossina meurt en 1931,
Mais c'est un des inspirateurs directs du nazisme. Alors, bien évidemment, depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes sortis de cette impasse des civilisations grâce à l'anthropologie culturelle et qui montre que des sociétés qui ne sont pas dotées de pouvoirs centralisés ne sont ni inorganisées, ni anarchiques, ont des cultures riches et sont capables d'une lecture complexe du monde. Mais malgré ça, les archéologues ont eu peur d'utiliser le terme des cultures appliquées à l'archéologie parce que voilà, ce terme était bien trop proche dans sa construction de l'idée de l'histoire des civilisations. Donc les archéologues ont inventé le terme de technocomplexe, défini comme un système cohésif, de traits culturels, et pas forcément relié à une population homogène. Mais cette idée des technocomplexes s'effiloche parce qu'en fait, les cultures préhistoriques ne sont pas figées. Ce sont des identités dynamiques dans le temps, dans l'espace. Et si l'on compare avec des méthodes statistiques, voilà, l'évolution de chacun des traits culturels qui composent ces cultures préhistoriques, on s'aperçoit que chaque trait culturel a sa propre histoire évolutive et son propre rythme d'évolution. De plus, on sait maintenant qu'en appliquant par exemple des algorithmes prédictifs issus de l'écologie, qu'on nourrit avec des données archéologiques et paléoclimatiques, on sait que les cultures préhistoriques sont en fait des systèmes adaptatifs complexes qui ont permis aux cultures de s'adapter et de changer au cours du temps à la faveur des variations climatiques. Alors, cette discussion sur les civilisations ne serait pas complète si on ne s'intéresse pas à la notion très connue chez les archéologues de modernité culturelle, c'est-à-dire à partir de quand nous avons eu le bagage cognitif qui a permis d'atteindre le degré de complexité et de diversité culturelle que nous connaissons maintenant. S'agit-il d'un processus graduel ou unique? Et est-ce que c'est plutôt le résultat d'un phénomène biologique ou culturel? Alors, il y a jusqu'à une vingtaine d'années, on pensait que les comportements modernes, c'est-à-dire un langage complexe et une culture symbolique, apparaissaient en Europe il y a 40 000 ans, à la faveur de la dispersion de l'Homo sapiens, et peut-être dû à une mutation génétique. Mais depuis, on sait que l'origine de l'Homo sapiens est africaine et qu'en fait, les comportements modernes, impliquant donc ce langage complexe et les capacités de transmission propres à notre lignée, émergent progressivement au cours des 200 000 dernières années. Les données paléoanthropologiques montrent aussi que c'est un processus mosaïque qui a concerné plusieurs régions d'Afrique et que ça a concerné aussi des populations biologiquement et génétiquement structurées. Et les données archéologiques soutiennent aussi ce scénario graduel, c'est-à-dire que si l'on regarde les émergences des innovations qui concernent la subsistance des sociétés, la technologie, la culture symbolique, au cours du temps et dans les différentes régions du monde, on s'aperçoit que c'est vraiment un processus graduel. Par exemple, les premières pratiques funéraires apparaissent il y a 300 000 ans en Afrique du Sud, les premières vraies sépultures il y a 110 000 ans au Proche-Orient, les premiers objets de parure 140 000 ans en Afrique du Nord, 75 000 ans en Afrique du Sud, 45 000 ans en Europe, les premières figurations abstraites 110 000 ans en Afrique du Sud, et il faudra attendre encore 60 000 ans pour avoir les premières représentations figuratives en Indonésie et en Europe. Donc on voit bien que le long chemin qui nous a conduit à ce que nous avons appelé pendant plus de 2 siècles les civilisations est en fait un long chemin évolutif qui a commencé il y a au moins 300 000 ans. Alors, à travers ces quelques idées, j'espère vous avoir convaincu que l'emploi du terme civilisation, au singulier comme au pluriel, est utile pour discuter de l'histoire des idées, mais c'est un terme beaucoup trop clivant pour être utilisé dans nos recherches scientifiques et plus généralement dans notre quotidien. Je vous remercie. Docteur Rigaud, je suis fan de vous. Voilà, c'était une confession qu'il fallait que je fasse avant de passer à la suite. C'était exceptionnellement intéressant. J'ai adoré. Alors, l'orateur
de notre second talk de l'inclusivité m'a un peu fascinée. Je ne vais pas vous le cacher. Il est professeur des universités en histoire et culture des États-Unis. Ses recherches portent sur les pratiques socioculturelles des Afro-Américains et leur ancrage dans la réalité sociale, juridique et politique des États-Unis. Il a été invité comme Visiting Research Scholar à l'Université de Pennsylvanie en Philadelphie, à l'Université Memorial à St. John's, dans le Center for Advanced Social Science Research à l'Université de New York, et ce soir, il est à Talence. Mais enfin, mais qu'avons-nous fait pour vous mériter, Monsieur Diallo? C'est la question que je me pose ce soir. Son talk s'intitule « Discrimination et espace blanc ou ne pas faire son jogging quand on est noir ». Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Monsieur David Diallo. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc vous l'avez vu, le format est assez court. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc effectivement, c'est le titre de ma présentation, en grand derrière vous. Lorsqu'on aborde la question des discriminations raciales aux États-Unis, généralement, le prisme d'analyse est juridique. Alors, je suis désolé, je ne vais pas déroger à la règle. Vous allez entendre du droit ce soir avec moi et peut-être un petit peu plus tard avec ma collègue Marie Padilla. Néanmoins, je vais tâcher d'éviter l'unique angle juridique pour aborder la question des discriminations en m'arrêtant sur ces différentes facettes et sur les différents espaces où elles se manifestent. Donc, je travaille depuis plusieurs années sur la question des relations raciales aux États-Unis, sur la question des inégalités. Et je me suis penché dernièrement dans cet ouvrage intitulé « La loi et l'ordre racial » sur l'élaboration de textes de loi, de doctrines juridiques ouvertement racistes, dont certaines remontent à l'époque de l'esclavage aux États-Unis ou à la période ségrégationniste et qui sont encore en vigueur aujourd'hui dans plus d'une quarantaine d'États du pays. Comme par exemple cette loi qu'on appelle loi d'arrestation, loi qui encadre le processus d'arrestation citoyenne, qui remonte à la période de l'esclavage et qui permettait à l'époque aux propriétaires d'esclaves de mandater des groupes d'hommes blancs en leur donnant l'autorisation d'aller arrêter les esclaves en fuite, qui fuyaient vers les États du Nord, à une époque où la course à pied n'était pas encore un loisir. Donc, ces esclaves pouvaient être arrêtés par des hommes n'importe où dans les États du Nord, qu'ils soient anciens esclaves ou tout simplement hommes noirs. Donc cette loi sur le processus d'arrestation citoyenne qui encadrait les pratiques des patrouilles d'esclaves ont donné lieu à des lois comme celle qui a été votée par l'État de Géorgie en 1863, qui donnait donc la possibilité à tout blanc qui voyait un noir en fuite ou un noir tout court de l'arrêter pour les remettre soit aux forces de l'ordre ou à des propriétaires de plantations. Alors pourquoi cette loi et pourquoi l'État de Géorgie ? Parce que dans mon ouvrage, je me suis arrêté sur une affaire judiciaire que je vais vous présenter. En février 2020, Ahmaud Arbery, ici en photo, part de chez lui, du domicile de sa mère dans la ville de Brunswick, dans l'État de Géorgie, pour faire un footing. Quelques minutes plus tard, il sera pourchassé, puis abattu par 3 riverains du quartier de Satire Shore, qui est un quartier blanc avoisinant. Et les 3 hommes pensaient que Arbery était l'auteur de cambriolages récents dans leur quartier. Et ils ont donc invoqué cette loi d'arrestation citoyenne pour justement justifier le fait qu'ils les poursuivis et tenter de l'appréhender. Suivra alors ce procès, The Killing of Ahmaud Arbery, the Jogger Murder Trial, puisqu'il était parti faire son footing. Procès pour lequel les 3 hommes, ici en photo, alors je vais vous passer les détails et rebondissements du procès, mais ils seront d'abord laissés libres, puis arrêtés, mis en examen, inculpés, puis finalement jugés et condamnés pour meurtre à la réclusion à perpétuité. Ils resteront en prison toute leur vie. Alors, pourquoi m'arrêter sur ce procès, vu que les
les meurtriers ont été jugés coupables, ils ont tout d'abord été jugés coupables par un jury composé de 11 jurés blancs et d'un seul juré noir, dans un quartier, ou dans un comté même, où la population noire représente 30% de la population totale. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette disproportion ? D'une part, parce qu'il est fréquent aux États-Unis dans les procès au pénal que les procureurs ou les avocats aient recours à une pratique discriminatoire bien connue qui s'appuie sur un processus qu'on appelle la récusation discrétionnaire. C'est-à-dire qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, sans donner de raison, avoir un certain nombre de récusations et éliminer tous les jurés qu'ils souhaitent éliminer sans donner de raison. Et dans le cadre de ce procès, les avocats de la défense ont éliminé tous les jurés noirs. Alors le processus est moins grossier que pendant les périodes de ségrégation où on ne prenait pas de ficelle. Par exemple, ce qu'on faisait, on mettait un B derrière ou à côté du nom des jurés noirs pour notifier qu'ils étaient noirs et qu'il fallait les évacuer ou les récuser directement. Aujourd'hui, la Cour suprême des États-Unis protège ce processus de sélection avec un arrêt qui permet de ne pas récuser de personnes sur des motifs raciaux, mais les procureurs et les avocats de la défense sont assez malins et trouvent des moyens comme par exemple, je n'aime pas sa coupe de cheveux, il porte des baskets, il écoute du rap, pour récuser des jugés sans utiliser le motif de la race. J'ai également choisi ce procès puisqu'il met en lumière la persistance, depuis la période de l'esclavage et de la ségrégation aux États-Unis, d'une logique de contrôle de la mobilité des corps noirs. Des corps noirs qui, lorsqu'ils pénètrent dans ce que le sociologue Elijah Anderson appelle les espaces blancs, vous aurez traduit de vous-même, le moindre fait que ces personnes noires pénètrent dans ces espaces blancs, c'est-à-dire des espaces peuplés majoritairement de blancs, arrive directement à une sensation ou à un sentiment d'insécurité, et ce, en raison d'une logique, d'une association permanente entre peau noire et pratiques criminelles. Et cette intrusion dans les espaces blancs est également difficile pour les corps noirs, pour les hommes et femmes noirs, puisqu'elle donne lieu à un risque social. Il peut s'agir uniquement de regards ou d'insultes, ou un risque physique. Et l'affaire du jogger assassiné par les Trois Blancs en est l'exemple le plus extrême. D'ailleurs, cet exemple a mis en lumière un autre risque social qui a été étudié par un autre sociologue quelques années avant et je reviens ici au titre de ma présentation, dans son étude menée auprès de blancs et noirs de la classe moyenne, ce sociologue a remarqué que des hommes noirs aux États-Unis et blancs qui vivent dans des quartiers soit aisés, blancs ou mixtes, eh bien, en raison du risque physique que fait peser sur eux cette logique de contrôle des mobilités des corps noirs, renoncent tout simplement à aller faire du footing dans leur quartier. Ce qui est assez ironique, et c'est ce qu'a montré l'auteur de cet article, qui a été publié dans le magazine de course à pied Runner's World, article pour lequel l'auteur a reçu le prestigieux prix Pulitzer en 2020, dans lequel il souligne avec ironie, d'une part, comment une des ambiguïtés du système américain, si vous regardez l'équipe d'athlètes qui représentent les États-Unis aux Jeux Olympiques, vous allez voir une grande majorité de coureurs noirs qui, malheureusement, lorsqu'ils sortent des espaces prévus pour leurs entraînements, à savoir les stades ou les universités, s'ils vont courir dans leur quartier, courent le risque que la même chose arrive que celle qui est arrivée à Ahmaud Arbery. Donc le meurtre d'Arbery a donné lieu à une forte mobilisation, et chaque année, au mois de février, des groupes de coureurs blancs et noirs, on le voit ici, se réunissent pour célébrer sa mémoire dans une course à pied, dans une logique d'égalité, d'inclusivité. Donc je sais, le sujet est un peu lourd. Afin de terminer peut-être avec un peu plus de légèreté, nous ne sommes pas aux États-Unis.
ou le simple fait, je l'ai dit, de vouloir faire un peu d'exercice, prendre ses running et aller courir vous fait peser sur vous un risque social ou physique fort, je conseillerais à un noir américain qui vient en France, plutôt que d'aller faire un footing et prendre le risque de se retrouver dans un espace blanc où il éprouverait un certain danger et une certaine anxiété, de faire comme moi, à savoir aller fréquenter d'autres espaces blancs où les risques sont bien moindres puisque les autochtones sont daltoniennes et ne voient uniquement que les nuances de couleur. Je vous remercie. From New York to Talence, merci beaucoup. Monsieur Diallo, merci beaucoup pour cette prise de parole. C'est vrai que, en vous écoutant, je me suis rendu compte d'une chose, qui est que les thèmes que l'on mobilise aujourd'hui, certes, c'est un produit de recherche pour nombre d'entre vous, mais c'est aussi quelque chose qui est très ancré dans la réalité, qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en réalité seulement dans la parole, nous sommes aussi dans l'action, nous sommes aussi dans le concret. Et puisqu'on va passer au 3e talk de l'inclusivité, ça m'a fait penser à quelque chose auquel j'ai été confrontée pas plus tôt que mardi matin, quand j'étais en TD de droit administratif, parce que je suis une élève consciencieuse et studieuse, bien sûr. Nous avons beaucoup parlé d'actualité, et notamment d'une femme, vous en avez peut-être entendu parler, qui est allée aux urgences, car elle avait un très gros problème. Elle crachait du sang, on lui a prescrit des antibiotiques, 4 heures plus tard, malheureusement, elle est décédée. Quand je suis rentrée chez moi, ensuite, je me suis posé énormément de questions. Je me suis dit, mais pourquoi ? Est-ce qu'il y avait des raisons ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe ? J'ai continué à me questionner et ensuite je me suis rendu compte qu'en fait je n'avais pas du tout les capacités de répondre à cette question. Mais heureusement, la prochaine oratrice, c'est quelqu'un qui sera susceptible de soulever ce genre de thématique. C'est une spécialiste de la santé publique qui étudie les discriminations et la santé des populations marginalisées. Son travail met en évidence les liens complexes entre les expériences de discrimination et les disparités en matière de santé, offrant ainsi des perspectives cruciales pour améliorer les politiques de santé et promouvoir le bien-être de tous les individus, quel que soit leur statut social. Son talk s'intitule « Poids des discriminations sur l'état de santé des populations en situation d'exclusion sociale ». Mesdames et messieurs, Stéphanie Van den Toren. Bon, bonjour à tout le monde. Alors, je suis très flattée d'avoir été mentionnée comme sociologue, parce qu'en fait, je suis médecin épidémiologiste. Donc, je prends ça pour une grande... Mais c'est pas la première fois, ça m'arrive très régulièrement, parce que je travaille en épidémiologie sociale. Auparavant, j'étais en épidémiologie environnementale, et les deux sont assez liés. Donc, je vais faire ce talk aujourd'hui aussi pour vous parler un peu de ce que j'ai pu travailler. Donc, je travaille effectivement sur les inégalités sociales et territoriales de santé. Et peut-être le terme d'inégalité ne conviendrait pas, il faudrait plutôt parler d'inéquité, en fait, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc je vais essayer, alors moi je suis pas comme notre président, mais je suis épidémiologiste, donc j'adore les chiffres, je ne vais pas pu m'empêcher de vous en donner quelques-uns. Donc la première, c'est juste pour vous expliquer un peu, pas un chiffre, mais un schéma assez complexe, qui est le schéma de l'OMS, notamment la charte d'Ottawa, qui montre en fait que la santé, elle n'est pas déterminée par le système de soins, même si tout l'argent qu'on met est essentiellement dans le système de soins. Elle est surtout liée aux déterminants sociaux de la santé, et plus exactement les déterminants qu'on appelle structurels, c'est-à-dire en gros notre gouvernance socio-économique, les politiques sociales, les politiques d'éducation, et ce qu'on a parlé donc en tout premier, c'est-à-dire les valeurs et les normes d'une société. Parce que tout ça, ça va agir en fait sur ce qu'on appelle notre position sociale. Notre position sociale, c'est notre genre, c'est notre, alors j'ose le dire, race, mais je sais que c'est pas comme ça qu'on dit en France, on va dire notre origine, mais on pourra en discuter longtemps. Notre éducation, le travail auquel on est affilié, notre statut professionnel en fait, et les revenus dont on dispose. Tout ça, en fait, ça va jouer sur des déterminants qu'on va appeler intermédiaires, c'est-à-dire les comportements de santé. Alors c'est vrai qu'on a tendance souvent à, je dis pas stigmatiser, mais à montrer les comportements de santé d'une personne. Si elle est un peu en surpoids, c'est parce qu'elle mange beaucoup. Si elle est malade, c'est parce qu'elle fume beaucoup, etc., etc. En fait, les comportements des personnes ne sont pas uniquement dus à des comportements individuels et une responsabilité individuelle.
elles sont dues aussi à toute cette position sociale et toutes les composantes qui l'entourent. Donc je pensais important juste de rappeler ça, parce que c'est ça qui va faire, in fine, un état socialement différencié de la santé, et surtout, c'est le poids des discriminations qui, in fine, est la cause des causes de tous ces déterminants structurels et des inégalités sociales de santé, comme l'a rappelé Fassin. Parce que, in fine, ces discriminations font qu'on a un accès ou des difficultés d'accès et de maintien à un logement sain, d'accès et de maintien à un emploi correct, d'accès et un maintien à une alimentation favorable à la santé, ou même, si on veut parler du système de soins, d'accès au système de soins et à la prévention. Alors un chiffre, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Je vous montre quelques exemples des inégalités sociales qu'on a pu mesurer donc, pendant la pandémie de Covid-19 qui nous a tous frappés. Alors ça, si vous avez juste à retenir quelque chose, c'est pas un schéma très complexe. On a juste, travaillé notamment avec l'INED, qui est l'Institut national des études démographiques, et Santé publique France, qui est aussi mon employeur, et j'ai aussi une affiliation de chercheurs associée à Bordeaux. Pour ça que j'ai un peu cette double casquette. On a travaillé avec le CEPI-DC, qui est en fait le centre épidémiologique des causes de décès en France, et on a regardé un petit peu ce qui se passait selon l'origine. Et ce qu'on voit en fait, alors vous voyez toutes les courbes en fait, c'est à gauche c'est tout ce qui se passe depuis 2016 jusqu'à 2019, et on a rajouté l'année 2020 sur la courbe de droite. En fait, ce qu'on voit selon les origines, c'est que les personnes qui sont nées en France, donc c'est la courbe en grise, elles ont un taux de mortalité, et toutes les personnes qui sont nées à l'étranger ont un taux de mortalité inférieur à ceux qui sont nés en France. Ça, c'est très connu, c'est ce qu'on appelle en épidémiologie l'avantage de mortalité du migrant. Parce qu'ils sont plus jeunes, c'est un peu les biais d'immigration, ce qu'on appelle le health effect migrant. En fait, ils sont plus jeunes, ils sont plus en bonne santé, parce que pour migrer, il faut être en bonne santé. Et en plus, on a ce qu'on appelle un biais du saumon. Un saumon, pourquoi ? Parce que en fait, les personnes étrangères, en général, elles retournent mourir dans leur pays. Ça aussi, c'est pour balayer, entre parenthèses, 2-3 préjugés sur le coût sur la sécurité sociale. Parce qu'en fait, les personnes, elles ont les maladies chroniques, etc. En fait, elles retournent mourir chez elles. Ce qui s'est passé en 2020, c'est qu'on a, vous le savez, fermé les frontières, donc on a neutralisé ce biais du saumon, en fait. Et ce qu'on voit de façon magistrale, c'est assez inédit en épidémiologie, c'est qu'on voit ce qu'on appelle l'inversement de cet avantage de mortalité, où vous voyez que toutes les courbes dépassent largement... Ah oui, j'ai oublié de le dire, c'est vrai qu'en jaune, c'est l'Europe de l'Est, mais c'est pour des raisons de cause plutôt alcoolo-tabagique qu'on a une surmortalité. Mais sinon, tous les autres meurent beaucoup moins que les personnes nées en France. Et ce qu'on voit là, cet inversement de mortalité, il est très fort. Les personnes, surtout subsahariennes, et on parle là d'hommes qui sont assez jeunes, qui sont en dessous de 45 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, puisqu'ils sont décédés pendant la première vague de Covid à peu près 9 fois plus que les personnes qui sont nées en France, et ce sont des hommes jeunes, donc qui n'auraient pas dû mourir, en fait. Et pourquoi ? En fait, c'est ceux qu'on a appelés les premiers de corvée, pour parler simplement. Donc, une façon d'illustrer un peu cette discrimination due à l'emploi et à l'incapacité d'avoir pu se protéger, en fait, pendant l'épidémie. Ces personnes, donc, elles subissent 3 facteurs de cumulation. D'abord, elles ont une exposition différentielle au virus, puisqu'elles n'ont pas pu se protéger, elles étaient plus exposées. Ensuite, elles vivent souvent dans des logements surpeuplés, donc en plus, comme c'est une maladie aérienne, elle se transmet plus facilement. Elles sont souvent avec des comorbidités de diabète, d'hypertension, parce qu'il y a beaucoup des facteurs stressants dans leur vie. Et en plus, elles ont, on l'a dit tout à l'heure, et merci de l'avoir rappelé, des inégalités de prise en charge. C'est-à-dire que quand elles arrivent à l'hôpital, on va pas les traiter de la même façon, et c'est ce qu'on appelle les biais implicites des soignants, on pourra en reparler. Donc, in fine, on se retrouve avec ça. Et la mortalité, ce qu'il y a de bien, c'est que ça, il n'y a pas besoin de tergiverser, on est mort, les chiffres, ils parlent tout seuls. Voilà, un autre exemple sur lequel j'ai travaillé, c'est le risque de santé mentale des enfants sans domicile. Donc ça, c'était plutôt en région parisienne. Juste pour vous montrer que les conditions de vie dégradées dans lesquelles elles sont, donc c'est plutôt une discrimination par rapport au logement. C'est souvent des populations migrantes. On voit qu'en fait, elles affectent l'évolution de l'enfant par l'altération en fait des milieux dans lesquels ils sont. Et ça a entraîné un état de mal-être et des troubles de développement qui étaient 19%, alors qu'on est à 8% dans la population générale. Juste pour rappeler qu'il y a 42 000 enfants qui vivent en hébergement d'urgence, donc on ne parle pas de choses anecdotiques, et que ce logement, cette discrimination dans le logement, ça affecte particulièrement les enfants, et pour eux, c'est quand même assez redoutable parce que ça va impacter non seulement leur vie d'enfant, mais aussi la vie du futur adulte qu'ils vont devenir.
Comme j'ai pas trop de temps, je finirai sur les gens du voyage parce que ça a été fait en Nouvelle-Aquitaine, donc ça nous concerne peut-être plus particulièrement. Une autre population qui est donc discriminée en raison de son mode de vie et son exclusion par le logement. On a parlé du droit tout à l'heure. C'est des gens dont le logement n'est pas reconnu comme un logement en fait, puisqu'ils vivent en caravane, et donc ils sont dans des endroits de ségrégation spatiale, c'est-à-dire relargués souvent près des décharges. Et ils sont souvent aussi discriminés par l'emploi, et donc comme ils n'ont pas accès à l'emploi, ils ont souvent des activités de ferraillage, de démontage de voitures auxquelles en fait les enfants sont exposés, puisqu'on voit là qu'ils ont le saturnisme, qui est un neurotoxique qui altère le cerveau en plus de façon irréversible. Ils sont 25 fois plus exposés que la population générale. Donc on a fait une recherche participative pour montrer un petit peu tout ça. En fait, c'est-à-dire tout l'impact des conditions de vie sur la santé des gens du voyage, et j'en terminerai avec ça. On voit que ces conditions de vie difficiles auxquelles ils sont soumis entraînent une prévalence de pathologies chroniques beaucoup plus importante qu'en population générale. Donc là, on voit clairement le poids de la discrimination, de cette ségrégation spatiale dont je vous parlais. Il y a eu plusieurs publications, et notamment une vidéo où on a pu restituer l'étude auprès d'eux, et c'est assez touchant de voir la façon dont ils perçoivent leur état de santé au vu des résultats de cette étude. Juste pour terminer, donc, s'il y a quelques pistes de travail dans lesquelles on travaille maintenant, c'est d'essayer de documenter, parce que malgré les travaux que je vous ai montrés, c'est très rare d'avoir des déterminants sociaux dans les systèmes de surveillance, dans les grandes enquêtes nationales, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas. Et on l'a vu avec même l'origine en fait, des personnes n'est pas systématiquement recueillie en France. Donc voilà, c'est aussi des débats qu'on pourra regarder pour tout à l'heure. Donc il faut pouvoir les documenter pour les visibiliser, et c'est un peu ce que fait aussi l'université, c'est-à-dire commencer par en parler, et pour en parler, on documente. Et une fois qu'on documente, on va essayer de faire des liens aussi avec tous les chercheurs pour mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre, et notamment travailler sur les discriminations, et puis faire des campagnes contre les discriminations. On en a vu des belles contre les discriminations, par exemple, sur l'orientation sexuelle. Je pense qu'on peut en faire bien davantage, et que ça marche, ça a été prouvé, et ça change le regard d'une société. Donc je pense qu'il faut commencer par... On a parlé de la parole, moi je dirais aussi de changer de regard. Merci. Merci beaucoup pour votre prise de parole. Alors je suis sincèrement désolée de ne pas avoir correctement annoncé votre profession, et je vais tout remettre sur le dos de Madame Molinier qui m'a donné la feuille. Je n'ai aucune honte. Évidemment, je plaisante. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment le propre d'une bonne prise de parole. C'est qu'après celle-ci, on se sent grandi. Et moi, tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais beaucoup de questions et pas beaucoup de pistes pour y répondre, et je tenais à vous remercier parce que maintenant, j'ai le sentiment d'avoir déjà plus de pistes pour y répondre. Je passe une bonne soirée, donc on va pas s'arrêter en si bon chemin, et passer à notre 4e talk de l'inclusivité. Ceux qui font du droit le savent, on a tendance à se diviser en 2 catégories. On a les privatistes d'un côté et les publicistes de l'autre, ceux qui font du droit privé, ceux qui font du droit public. Alors, moi, humblement, je ne suis qu'une étudiante en 2e année de droit, je n'ai aucun biais. Je sais pertinemment qu'il y a d'un côté ceux qui étudient le droit, qui forment l'intérêt général, qui étudient le droit, qui considèrent les implications politiques parfois complexes qui peuvent exister dans le système judiciaire, et qu'il y a les privatistes. Par un hasard totalement fortuit, notre prochaine oratrice est une publiciste. Pour mon plus grand bonheur, vous l'avez compris, c'est une chercheuse dont les travaux portent sur le droit comparé et le droit constitutionnel. Elle s'intéresse aux questions des droits et libertés dans les systèmes de common law et à la question des rapports entre droit et monde universitaire dans ces différents systèmes. Son talk s'intitule « Discrimination positive dans les universités américaines, retour sur la décision Students for Fair Admissions versus Harvard ». Mesdames et messieurs, Marie Padilla. Alors, je dois dire que l'accent était parfait. Félicitations. Je précise aussi que malheureusement, je mets pas de notes en 2e année. Ceci dit, je dois faire une confession pour commencer, qui rejoint la vôtre. Moi aussi, j'aurais rêvé d'être archéologue. Et moi aussi, j'ai fini en droit. Est-ce que c'est pour le meilleur? Pas sûr.
Du coup, on a terminé la précédente intervention en parlant de visibiliser, comprendre et agir. Eh bien, moi, je vais vous proposer le cas inverse pour souligner des soucis récurrents dans le droit américain. David, je reprends la suite avec une approche purement juridique cette fois-ci. Et donc, je vais vous expliquer comment, dans le milieu universitaire américain, depuis le 29 juin 2023, et une décision de la Cour suprême des États-Unis, au contraire, on cherche à invisibiliser, à ne pas comprendre et à ne pas agir. Pour le dire autrement, je souhaite vous présenter rapidement comment, dans sa décision Students for Fair Admission v. Harvard, la Cour suprême, dirigée par le Chief Justice Roberts, est venue limiter la pratique de l'affirmative action, c'est-à-dire de la discrimination positive dans le mode de recrutement des grandes universités américaines, ici Harvard. Alors, avant de rentrer dans le détail de la décision, puis parce que bon, je sais, c'est pas très fun de vous parler d'articles de droit et d'articles de la Constitution, je vais quand même poser un tout petit peu le contexte, et notamment le contexte historique qui explique comment est née cette affirmative action et ce que l'on entend par ça. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, puis après, quand même, je vous parlerai un petit peu de la décision, même si elle est longue, 237 pages. C'était ça, juste ma recherche, c'était juste lire ces 237 pages et essayer de comprendre. Alors, le contexte, dans un premier temps, de ce qu'est l'affirmative action. Pour vous expliquer les racines de l'affirmative action, je vais devoir remonter, en fait, à la fin de la guerre de sécession et à ce qu'on appelle la Refundation ou la Second Foundation des États-Unis, et plus particulièrement l'adoption de 3 amendements à la Constitution américaine, le 13e, le 14e et le 15e amendement. Et dans le contexte ce soir de ce talk et du peu de temps que j'ai, je vais juste vous parler du 14e amendement. Celui qui dit que toute personne doit être traitée de manière égale en droit. Ce que l'on va appeler l'Equal Protection Clause. Sorry, j'ai failli dire acte, c'était pas bon. Alors, ces amendements sont adoptés à la fin de la guerre de sécession. Sauf que, vous le savez aussi bien que moi, les discriminations raciales aux États-Unis, elles sont loin d'être finies à la fin de la guerre de sécession. Ce qui est étrange. Normalement, ce 14e amendement aurait dû faire opposition à la mise en place d'un régime de ségrégation. Mais c'était sans compter une décision de la Cour suprême des États-Unis de 1896, Plessy v. Ferguson, où les juges se sont dit « On nous demande de traiter les personnes noires et blanches de manière égale en droit. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que finalement, on peut être égaux, mais pas vraiment ensemble ? Égaux, mais séparés, c'est la naissance de la doctrine « Separate but equal », qui va perdurer jusque dans les années 50. Et le 17 mai, vous penserez à moi le 17 mai, il y aura l'anniversaire des 70 ans de la décision Brown v. Board of Education, qui a mis un terme à cette doctrine. Et c'est à la suite de cette décision, et puis aux réformes fédérales des années 60, que va apparaître l'idée d'affirmative action. L'idée qu'il faut mettre en place des mécanismes, des procédures qui vont permettre à compétences égales d'assurer à des personnes issues de minorités un égal accès au logement, à l'emploi et aux universités. Et c'est spécifiquement dans le cadre de cet accès aux universités qu'un certain nombre de recours vont être engagés par des conservateurs pour chercher à porter atteinte à l'affirmative action. La première tentative, c'est en 1978, avec un arrêt qu'on appelle l'arrêt Bakey, et qui va poser pour principe que non, les universités ne peuvent pas recruter des étudiants sur critères raciaux et avoir des quotas sur critères raciaux. On écarte donc l'idée de quotas, mais pas toute possibilité, toute mesure d'affirmative action. Un peu plus tard, en 2003, l'arrêt Grutter va donner un test strict aux juges pour vérifier si, oui ou non, les mesures de discrimination positive
sous l'affirmative action sont contraires ou non à l'Equal Protection Clause du 14e amendement. Ce test strict va être confirmé un peu plus tard en 2016 par 2 arrêts, l'arrêt Fisher 1 et l'arrêt Fisher 2. Et tout simplement, on va poser pour principe que pour justifier l'utilisation de critères notamment ratio et de la discrimination positive dans le recrutement des étudiants, il faut une justification précise et il faut que cette discrimination soit nécessaire. Et dans Fisher 1 et Fisher 2, cette idée d'une justification précise, elle est résumée dans la formule suivante: assurer une formation des étudiants à une société inclusive et diverse. Et c'est là-dessus que la décision de 2023, de juin 2023, revient et balaye alors ce qui avait été organisé sur l'affirmative action, ou la construction en tout cas, et continue à resserrer petit à petit ce principe de discrimination positive en faveur des étudiants issus de minorités, et en particulier de minorités raciales. La décision observe que, de manière assez classique, pas de souci, on peut avoir des mesures de discrimination positive. Mais il faut qu'elles répondent au test qui a été posé dans Grutter. Le souci est que ici, alors que dans Fisher, le juge avait accepté cette idée de formation à une société inclusive, il écarte ce critère en disant qu'il n'est pas assez précis pour faire un contrôle juridique. Par-dessus ça, le juge nous dit simplement que ce critère ou cette pratique de la discrimination positive amène à discriminer négativement contre les étudiants asiatiques. Et c'est l'argument principal qui est opposé à la pratique d'Harvard, en disant que finalement Harvard remettrait en place un système de ségrégation et irait à l'encontre de l'arrêt Brown. Alors, que retenir de cette décision ? Première chose, c'est qu'elle cristallise une fracture dans la société américaine et une relecture du 14e amendement entre un groupe de juges qui défendent une vision neutre, colorblind, du 14e amendement, oubliant le contexte et son historicité. C'est la majorité des juges, les 6 qui ont voté pour l'opinion majoritaire. A contrario, un certain nombre de juges qu'on va estampiller comme étant progressistes, eux, défendent une relecture contextualisée et historique. Ici, en fait, on retrouve ce même clivage qui se superpose à celui qu'on a déjà observé avec la décision sur l'avortement Dobbs et Jackson, et qui nous souligne à quel point les nominations sous la période Trump ont finalement redessiné la figure de la Cour suprême et en ont fait un instrument politique, et certainement pas pour le meilleur. Je vous remercie. Je vous disais tout à l'heure que je passais une bonne soirée. Maintenant qu'on a parlé de droit public, je passe encore plus une bonne soirée. Merci beaucoup pour votre prise de parole. Je suis totalement déçue que vous ne notiez pas les deuxièmes années, parce qu'en plus, j'ai vraiment un engouement qui est réel. Mais c'est bien dommage. Mais merci beaucoup. J'ai beaucoup appris. Donc je passe une très bonne soirée. J'espère que vous aussi. Les talks, malheureusement, touchent déjà à leur fin. Pas la soirée, attention. Et j'ai été très heureuse en lisant la description du dernier intervenant. Parce que vous commencez à être un peu fan des anecdotes sur ma vie personnelle, je le sens. Donc je vais vous en donner une autre. J'ai eu la chance de grandir entourée d'une mère enseignante, d'un père ingénieur du son et d'un frère pianiste. Donc vous noterez que même ma famille est dans le thème de votre intervention ce soir, effectivement, car nous accueillons un ingénieur au scrim, je ne sais pas si je dois le prononcer scrim, incroyable, qui collabore depuis plusieurs années avec des artistes et des chercheurs sur des outils visant à faciliter l'accès à l'interprétation musicale, notamment aux personnes en situation de handicap, permettant ainsi à chacun de s'exprimer et de s'épanouir à travers la musique. Mon père serait fan de vous, d'accord ? Je vous demande, sous vos applaudissements, d'accueillir le dernier orateur de ce soir, dont le talk a pour titre « Élargir l'accès à l'interprétation musicale avec
web MIDI file performer. Okay, thank you very much. Mesdames et messieurs, Monsieur Joseph Laralde. Bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir invité pour présenter ce projet. Donc, je suis Joseph Laralde, ingénieur. Donc, je vais vous parler d'un outil très concret qui s'appelle Web MIDI File Performer et qui permet d'accéder de manière très directe à l'interprétation musicale. Et ceci pour tout le monde, en gros. Alors, je suis ingénieur au SCRIM. Donc ça veut dire Studio de création et de recherche en informatique et musique expérimentale. En fait, on est un lieu qui a une mission, la mission de créer des ponts entre l'art et la science, quoi, de manière générale. Et donc on est une plateforme de l'Université de Bordeaux. Une petite vidéo pour commencer. Voilà, alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui écoute de la musique, qui déchiffre la partition en même temps et qui fournit une interprétation intuitive à partir de gestes assez simples. Donc, voilà, c'est ça, le sujet de ce soir. Et donc maintenant, si on considère, si on imagine qu'on inverse la situation, c'est-à-dire que à partir de ces gestes simples qu'on fait de manière intuitive, on va interpréter de la musique, mais de manière active. Et ben c'est précisément le but du projet. Voilà. Alors en fait, c'est exactement ce que fait Jean Horry, la personne que vous avez vue dans cette vidéo, qui est un collaborateur du SCRIM depuis de nombreuses années et qui est l'inventeur du Metapiano, donc qui est le premier dispositif qui permet ça en fait. Alors il y a d'autres versions, mais c'est quand même la plus avancée. Voilà, donc je vous montre un petit extrait pour vous donner une idée. Voilà, donc en fait, vous avez pu constater que Jean interprète de manière très expressive et même virtuose une pièce assez complexe avec seulement quelques doigts. Donc en fait, il a toute l'expressivité sans le risque de jouer une fausse note. Alors, la question que vous posez peut-être maintenant, c'est à quoi ça sert? Pourquoi on fait ça? C'est pas ça. Voilà. Donc c'est pas du tout l'idée, parce que les musiciens sont irremplaçables, bien sûr, mais c'est juste l'intention de faciliter l'accès à l'interprétation musicale. Jean lui-même a rencontré des difficultés physiques au cours de sa carrière de concertiste, et donc c'est une des raisons qui l'a poussé à développer cet outil. Alors en fait, cette pratique, elle peut se traduire par différents types d'usages suivant les publics visés. Moi, je le pratique, ayant travaillé sur le projet, parce que je trouve ça trop bien. Voilà, j'adore jouer de la musique comme ça. Et je sais pas jouer du piano. J'ai fait des études de piano, mais pas assez pour. Voilà. Donc en fait, ça s'adresse à tout un chacun déjà qui aimerait, qui souhaiterait faire cette expérience. Mais donc le public qui nous intéresse plus directement aujourd'hui, c'est les personnes en situation de handicap moteur et différents types de handicap. Donc voilà, avec différentes solutions d'interaction qui sont disponibles déjà. Et voilà, donc là je vous présente une session de Jean Horry avec des interacteurs développés par les studios Pusmuse qui sont aussi des collaborateurs.
Donc on voit également dans la dernière partie de cette vidéo un intérêt très pédagogique pour le déchiffrage musical aussi, donc pas seulement destiné aux personnes en situation de handicap, mais pour de la formation musicale à destination notamment des jeunes publics. Voilà, il y a aussi des ateliers qui ont été effectués dans ce sens. Et alors maintenant, on pourrait se demander, c'est super, ça existe, donc pourquoi le Scream contribue à ces recherches? Parce que le métapiano a certaines limitations. Donc en fait, chaque partition doit être encodée manuellement dans un logiciel qu'a développé Jean avec une notation particulière, donc c'est assez fastidieux, surtout sur des longues pièces. Et dans le cas où on utilise une partition synchronisée pour le déchiffrage, cet encodage doit être fait manuellement et c'est encore plus fastidieux. Enfin, il n'y a pas vraiment de procédure vraiment établie pour faire ça. Enfin, c'est très empirique. Et donc, le Scream a collaboré avec notamment Bernard Serpette de l'INRIA, qui est chercheur retraité maintenant, mais avec qui on collabore toujours, voilà, qui a essayé de réfléchir à comment comment simplifier ce processus. Et il a développé tout un formalisme qui permet, en fait, je ne sais pas si vous connaissez le format de fichier MIDI, c'est un format de fichiers musicaux créé dans les années 1980. Il y en a des millions sur Internet, en fait. Pratiquement toutes les pièces un peu connues sont encodées dans des fichiers MIDI. Et donc, lui, son formalisme permet de transformer un fichier MIDI dans un modèle qui est interprétable au métapiano. Et donc, il a développé, par-dessus ce formalisme, un logiciel qui s'appelle MIDI File Performer, le Web MIDI File Performer. Donc voilà, je ne sais pas de quoi vous faire une démo tout de suite, parce que c'était trop compliqué, mais voilà à quoi ressemble l'interface. Donc on n'a pas de partition, mais on a immédiatement une représentation graphique qui nous permet d'anticiper la musique à venir et donc d'avoir une interprétation, d'être confortable dans l'interprétation musicale avec n'importe quel morceau qu'on peut trouver sur Internet gratuitement. Et donc, ensuite, s'est posée la question de la diffusion de cet outil, et notamment sur le web. Et alors, il a fallu faire une réécriture de l'outil, donc en collaboration avec Bernard Serpette. Et c'est là où je suis intervenu. Donc, voilà, je vais vous présenter mon travail ensuite, parce que j'ai pas de vidéo aussi épatante que celle que je vous ai montrée. Donc, voilà. Donc je vais vous montrer. Alors, donc ça marche avec soit un clavier d'ordinateur que j'ai ici, avec différentes rangées qui correspondent à des vélocités, parce qu'un clavier n'est pas sensible à la vélocité, et avec n'importe quelle interface MIDI en entrée, notamment les claviers que vous avez vus, ou des plugins en sortie aussi. Voilà, donc démonstration. Voilà, donc en fait c'est un site internet avec l'outil qui est intégré dans différentes pages. Et là, donc, c'est une partition qui a été, pareil, encodée manuellement pour l'instant, parce qu'on n'a toujours pas, on travaille sur cet aspect en ce moment même, mais ça permet au moins de prendre en main l'outil. Donc, voilà, je vais vous interpréter les 4 premières mesures du prélude en Do majeur de Bach, le fameux. Voilà, réveille-toi. Je recommence. Voilà, donc ça c'est la page d'intro. Merci. Vous voyez, c'est facile et c'est très, très gratifiant. Et donc voilà, ensuite on a une interface avancée dans laquelle j'ai préchargé la toccata de Bach, la connue aussi. Donc là on n'a toujours pas d'interface graphique, on a un retour un peu de l'endroit où on se trouve dans le morceau. Et on peut aussi gérer des points de bouclage pour travailler des morceaux en particulier qu'on souhaiterait se mettre dans l'oreille, enfin, voilà, pour toutes sortes de raisons. Voilà, je vais vous l'interpréter.
pas vous le faire en entier parce que je le connais pas en fait. Et donc j'ai travaillé juste le début. Merci. Voilà. Et donc ça nous amène à la fin de mon talk. Là, je voulais juste vous, je sais que je dépasse. Voilà, je voulais juste vous parler des perspectives. Donc en fait, le développement de cet outil en ligne a donné lieu au développement d'une librairie logicielle qui va être facilement déployable dans d'autres environnements, donc pour plus de déploiement de l'outil. Et aussi, j'en profite pour lancer des propositions de partenariat, parce qu'en fait, nous, on est en réseau avec des artistes, des chercheurs et des pédagogues, mais on n'a pas du tout dans notre réseau de gens qui travaillent avec des personnes en situation de handicap, enfin pas directement, localement en tout cas. Et donc on est très ouvert à toute proposition qui pourrait faire avancer des recherches, notamment en termes d'interaction musicale, de dispositifs d'interaction ou toute autre idée qui pourrait en émerger. Et voilà, ça termine mon talk. Merci beaucoup.